Alors, nous allons ce soir, donc pour ce mercredi de l'Anthropocène de la 6e saison, nous allons parler du réinvestissement des lieux, des espaces peu métropolisés. Les espaces les plus fortement urbanisés étant en recomposition continue suite au processus de désindustrialisation ainsi qu'aux différents moments de crise qui ponctuent la production urbaine. Je pense à 92, je pense à 2008. Les espaces vacants se sont multipliés. Partout dans le monde, ces délaissés urbains permettent depuis longtemps des occupations légales ou illégales d'ailleurs. Et depuis quelques années, on parle de tiers-lieux. Alors tiers-lieux, ce sont des espaces culturels et créatifs, ce sont des espaces de coworking, ce sont des ateliers partagés, ce sont des Fab Labs au service hybride. Et les plus médiatisés d'entre eux sont souvent associés aux espaces les plus métropolisés. Pourtant, de nombreuses expérimentations et réalisations se font en dehors de ces territoires très urbanisés, qui eux-mêmes sont en recomposition continue. Et de ça, on va en parler, parce que je pense que cette idée, cette image d'Épinal qui serait que la ville est quelque chose de seule la ville serait vivante et en mouvement et la campagne serait une espèce de chose qui s'est arrêtée dans le temps est sûrement très fausse. Donc pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Antoine Daval et Raphaël Besson. Raphaël Besson en visio depuis Marseille, je crois. C'est ça ? Depuis Paris. Depuis Paris, mais c'est vrai qu'en visio on ne sait pas, hein, on ne sait plus d'ailleurs, voilà. Donc Antoine Daval, vous êtes cofondateur de Collab Studio, qui est une structure qui mise sur l'intelligence collective dans tous les territoires pour développer des stratégies de plateforme pour la transition écologique. Et vous êtes tout autant sur un projet dont nous allons parler qui s'appelle La Vigotte dans les Vosges, qui là pour le coup, met en situation tout ce que vous avez pu développer avec Collab Studio. Raphaël Besson, bonsoir. Vous êtes expert en socio-économie urbaine et docteur en sciences du territoire. En 2013, il y a bientôt 10 ans, vous avez créé Ville Innovation, qui est un bureau d'études spécialisé dans les politiques d'innovation urbaine et les politiques socio-économiques, culturelles et numériques des territoires. Et vous êtes parallèlement chercheur associé au laboratoire Pacte à Grenoble, où vos travaux portent sur les lieux de savoir et d'innovation. Bonsoir. Raphaël Besson, j'ai une première question. Ville Innovation a conduit une mission d'appropriation de la culture des tiers-lieux au sein des services du ministère de la Transition écologique et solidaire, je crois. Oui, c'est ça, on dit comme ça, et solidaire. Depuis quand le ministère s'intéresse à cette question des tiers-lieux, en fait ? C'était quoi leur demande ? C'était quoi leur intérêt ? Ok. Alors, cette étude, je l'ai conduite en 2017. C'était l'un des tout premiers ministères à s'intéresser à la question des tiers-lieux. Et au fond, c'était, en tout cas du côté du ministère de la Transition écologique, c'était cette idée de savoir dans quelle mesure est-ce que les tiers-lieux pouvaient être justement des espaces permettant à un moment donné d'agir sur ces transitions écologiques. C'est-à-dire, ils pressentaient que là, il y avait une nouvelle catégorie d'espaces qui échappait un peu à leur spectre, à leur cadre d'analyse, et qui concentrait en fait toute une série d'acteurs qui étaient assez proactifs sur la question des transitions écologiques. Donc, leur idée, c'était de commander une étude un peu prospective et essayer de voir comment, enfin déjà mieux comprendre ce que pouvait être cette tiers-lieu, s'il y avait effectivement une définition possible, des caractéristiques possibles, et savoir comment est-ce que éventuellement le ministère pouvait envisager une politique publique d'accompagnement de ces tiers-lieux avec cette idée d'accroître, d'accompagner en tout cas ces acteurs de la transition écologique à impacter la transition environnementale sur les territoires, leurs différents territoires d'intervention. Donc c'était vraiment ça la commande. Et ce qui a été assez intéressant, c'était l'un des tout premiers ministères vraiment à s'intéresser à cette question des tiers-lieux. Donc au-delà de l'objet de recherche autour des tiers-lieux, c'est qu'au fond, ça les a vraiment questionnés sur eux, en tout cas leur mode de faire, sur leur action publique. Et c'est ça qui, moi, aussi m'intéresse particulièrement dans ces tiers-lieux, c'est que c'est des objets qui permettent à un moment donné aussi d'interroger, en fait, les formes d'action publique. Il y avait notamment toute une réflexion qui consistait à savoir s'il y avait une possibilité
de décentraliser quelque part le ministère de la Transition écologique au sein de ces tiers-lieux, parce qu'à la fin de l'étude, il pressentait qu'effectivement, il y avait pas mal de choses qui se produisaient dans ces différents types d'espaces et qui pouvaient effectivement venir enrichir en tout cas la conception des politiques publiques en lien avec les transitions environnementales. Et donc, vous dites 2017, donc le ministère, bon, les choses ont évolué depuis, mais a donné suite à cette étude? Après, cette étude, elle a vraiment, pas influencé, mais en tout cas inspiré tout ce qui a été développé ensuite autour des fabriques de territoire, sur justement la possibilité à un moment donné de créer une action publique, une politique publique nationale autour de l'accompagnement et du développement des tiers-lieux. Donc, il y a eu des suites, en tout cas, dans ce que ça a pu permettre aussi de structurer au niveau des fabriques de territoire. Après, le ministère de la Transition écologique n'a pas suivi en tant que tel justement une politique de soutien aux tiers-lieux qu'on pourrait qualifier de tiers-lieux de transition écologique. Oui, la question qu'on peut peut-être se poser, c'est de savoir si une politique peut être initiée depuis Paris, depuis le sommet de l'État, une politique sur les territoires, puisqu'il s'agit de ça, donc l'ensemble des territoires, j'imagine, dans ce qu'on imagine être les territoires, ou alors les territoires, c'est tout sauf les grandes villes. Quel était le cadre exact de la commande? Parce que ça paraît étrange que peut-être les choses ne partent pas du territoire pour initier une politique. Quel est votre sentiment par rapport à ça? Alors, le cadre de la commande, je voulais expliquer, c'était vraiment une étude, on va dire, prospective sur, déjà, première question, qu'est-ce que c'est tiers-lieu et comment est-ce qu'éventuellement le ministère pourrait intervenir pour accompagner le développement de tiers-lieux qui aurait un impact sur les transitions écologiques. C'était vraiment ça le cadre de la commande. Après, sur la possibilité d'avoir une politique publique nationale autour des tiers-lieux, je pense que c'est effectivement possible. Mais par contre, ça demande effectivement une certaine souplesse de la part des ministères, c'est-à-dire de déjà accepter qu'on n'ait pas une définition complètement figée de ce que pourrait être a priori un tiers-lieu, accepter cette idée que c'est des formes en fait, des espaces qui se réinventent en permanence, et aussi essayer d'imaginer une politique publique qui vienne pas totalement figée, normalisée, réglementée, enfin tout ce qu'on peut connaître autour des processus habituels d'institutionnalisation, mais au contraire essayer vraiment d'identifier les points, les effets leviers où l'acteur public pourrait à un moment donné effectivement permettre d'accroître l'impact de ces acteurs, on pourrait qualifier d'acteurs transitionnels. Donc tout ça, ça demandait pas mal d'évolution, en tout cas de la part du ministère, pour éviter de créer une espèce de politique publique industrielle autour de ces tiers-lieux. Et après, on pourra en discuter, mais je trouve que l'accompagnement tel qu'il est imaginé, en tout cas dans le cadre des fabriques de territoire, peut montrer en tout cas en partie une certaine évolution justement d'acteurs publics ou des ministères sur la manière d'appréhender un accompagnement en tout cas public national. Je vous remercie. Antoine Daval, Collab Studio, ce sont 3 activités. Alors je cite les mots, mais je vais vous laisser développer. L'Open Lab, l'Open Campus et le Collab commun avec un S. Alors déjà je vais commenter. Je rebondis même sur n'hésitez pas. Ce qu'a dit Raphaël. C'est amusant parce que je pense qu'on s'est peut-être croisés dans les couloirs du ministère de la Transition à l'époque, parce que alors nous on travaillait à ce moment-là sur le sujet des contrats de transition écologique. Alors c'était un an après, je pense 2018, et c'est l'époque où le ministère, de la même manière, se posait la question de trouver une autre façon de contractualiser avec les territoires pour favoriser la transition écologique par en bas. Et dans une démarche un peu atypique, parce que traditionnellement, l'État, quand c'est comme ça, met en œuvre des appels à manifestation d'intérêt, appels à projets, etc., extrêmement descendants, avec un cadre dans lequel il faut rentrer. Et les contrats de transition écologique consistaient à dire, c'est l'inverse, on va écouter les propositions des territoires, et c'est les services de l'État dans toute leur diversité qui vont se mettre en ordre de bataille pour instruire en fonction de ce qu'on nous proposera. Et on ne sait pas à l'avance ce que ce sera. Et c'est un petit peu là
Collab Studio venait juste de naître. Nous, on accompagnait ça et on a découvert à ce moment-là la richesse et la puissance, en même temps que le ministère, la richesse et la puissance de ce qui remontait des territoires. Alors ça dépendait, il y avait des diversités de cas, mais sur certains territoires, la capacité locale à proposer de l'alternative viable, etc. Et nous, Collab Studio, ça nous a inspiré de notre première activité qui a été de développer des méthodes d'intelligence collective pour les territoires, pour que on systématise l'action de réflexion locale sur comment la collectivité peut travailler avec les associations, les entrepreneurs, pour construire ensemble de la politique publique, et que cette politique publique vienne influencer par percolation inversée l'État. C'est notre première activité, qui est un peu l'activité de conseil. Ensuite, on s'est rendu compte qu'en fait, tout ça, ça posait plein de questions sur, au fond, comment on fait collaborer tous ces acteurs qui n'ont pas la même culture ni les mêmes objectifs. Et on s'est mis à développer également une approche de recherche-action où on a assumé le fait d'aller questionner les pratiques des pionniers de la transition sur les territoires pour apprendre et ensuite développer notre troisième activité qui est un commun. Notre conviction, c'est que ces méthodes d'intelligence collective méritent d'être partagées et donc on documente au fur et à mesure qu'on apprend en open source toutes les pratiques qui ont l'air de fonctionner pour que les acteurs collaborent et on les met à disposition de manière libre, gratuite sur des centres de ressources pour que ça nous échappe et qu'on ne soit pas les seuls à faire ça puisque Collab Studio c'est 3 personnes aujourd'hui et qu'on n'a pas l'intention de grossir beaucoup plus. Et donc, voilà ces trois offres. Et je termine sur un petit peu le dernier apprentissage de cette période très forte d'accompagnement des contrats de transition écologique. C'est qu'on s'est rendu compte que les territoires sur lesquels ça marchait le mieux, c'était les territoires qui avaient un peu spontanément fait émerger des lieux, des tiers-lieux, qui ne s'appelaient pas forcément comme ça à l'époque. En tout cas, l'étiquette n'était pas inscrite dessus. Mais c'était donc des territoires qui avaient des lieux qui permettaient un peu de pérenniser le débat, de l'incarner, voilà, des endroits où les projets se croisaient un peu durablement et pas juste le temps d'un appel d'offres ou d'une manifestation d'intérêt. Et du coup, c'est aussi un temps qui nous a motivés à sauter le pas et donc à créer la Vigot Lab, qui est un peu pour nous le lieu physique dans les Vosges où on teste ces pratiques en taille réelle, en vraie grandeur, dans un tiers-lieu, justement, parce qu'on est devenu convaincu, comme le disait Raphaël tout à l'heure, que ce sont des outils très puissants pour demain, pour reconstruire les politiques publiques et penser l'avenir des territoires, et de façon super opérationnelle, parce que comme on le fait très localement, dès qu'on a pensé la politique publique, en fait, on a déjà commencé à la mettre en œuvre, ou au moins à l'expérimenter. Donc, ce que vous dites tous les deux, on a l'impression, parce que pour revenir à la question du tiers-lieu, où qu'il soit d'ailleurs, c'est que la question du lieu, et évidemment des acteurs qui l'habitent, qui l'animent, est absolument centrale. Est-ce que c'est une constante, ça, cette question du lieu physique, du lieu palpable, du lieu avec une adresse? Et est-ce que après la période qu'on vient de vivre, et bon, on espère que l'hiver sera bon, mais est-ce qu'il n'y a pas un désir supplémentaire après cette période de Covid très forte et donc de désociabilité? Est-ce que ça n'a pas encore plus de sens qu'avant? Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez ou non? Vous perturbe. Raphaël Besson, Antoine Daval, comme vous voulez. Parce que Michel Bisson vient d'arriver, donc on est un peu... Voilà. Je peux prendre celle-là en premier. Surtout que moi, je suis personnellement concerné, puisque, encore une fois, on a sauté le pas. On parlera peut-être tout à l'heure de la Vigot plus en détail, mais c'est un lieu qui existe depuis des siècles, en réalité, au moins 150 ans en tout cas, mais qui a pris son tournant de tiers-lieu il y a 1 an. Et clairement, du coup, si vous faites le calcul, il a pris son tournant de tiers-lieu pendant les confinements. Donc c'était quelque chose qui se préparait depuis longtemps, mais qui s'est bien sûr fait accélérer par ça. Nous, personnellement, on a eu envie de quitter Paris et de se réinstaller dans la ruralité. Et la notion même de tiers-lieu, l'idée de recréer des espaces de rencontre, bien sûr, était... c'est une bouffée d'air frais, on en avait besoin. C'était quelque chose de très
affectifs, quoi. Il fallait absolument régénérer ça. Et du coup, on l'a aussi vécu dans l'engouement autour du projet dans cette très courte année, finalement. On a été même dépassé par l'engouement et par le nombre de personnes qui venaient, parce que je pense qu'on avait effectivement tous très très envie de se retrouver dans ces lieux. Ouais. Oui, Raphaël Besson, peut-être une réaction là-dessus sur la question du lieu comme pièce incontournable de cette mise en réseau, cette mise en situation, cette mise en activité ou ces interrelations entre différents acteurs qui peuvent avoir d'ailleurs des objectifs différents. Oui, alors juste peut-être pour compléter, enfin pour faire justement la suite de l'étude que j'avais produite pour le ministère là, la transition écologique, il y avait quand même un constat qui était en 2017. Au fond, il y avait très peu de tiers-lieux qui, à un moment donné, avaient cette posture et cette idée d'agir directement sur les transitions. Il y avait toute une série de tiers-lieux qui, quelque part, étaient en posture réactive vis-à-vis des transitions économiques notamment, avec la création des espaces de coworking, créer juste des espaces de travail adaptés à la nouvelle économie. Vous aviez des lieux culturels qui s'adaptaient par rapport à une problématique, notamment d'attractivité de la jeunesse, qui a priori se retrouvait plus vraiment dans le modèle des bibliothèques telles qu'ils pouvaient être pensées. Bref, il y avait toute une série de tiers-lieux qu'on avait analysés, mais qui n'étaient pas dans une logique proactive, avec cette idée vraiment d'agir directement sur les transitions et de pouvoir, à un moment donné, créer ces espaces qui permettraient à tout à chacun de pouvoir agir sur les transitions. Du coup, c'était l'idée, à la fin de cette étude, de plaider pour la création d'espaces transitionnels. Et dans ces espaces transitionnels, il y avait un lien avec la notion notamment d'objets transitionnels, en disant que, quelque part, on est tous collectivement traumatisés par la prise de conscience de l'incapacité de nos institutions à pouvoir agir, à trouver les solutions à un moment donné, pouvoir effectivement répondre à ces problématiques, à ces grands défis qui nous attendent. Un peu, et donc, il fallait quelque part créer des espaces qui permettent de calmer cette angoisse, un peu comme un objet transitionnel, tout d'un coup des enfants qui ont une espèce d'objet qui permettent de gérer la situation en lien avec l'absence des comme parents. Un doudou, hein. C'est ça que vous êtes... Et c'est pour en revenir au lieu, c'est-à-dire je crois qu'on est tous là fondamentalement traumatisés sur tout ce qu'on peut apprendre par rapport au rapport du GIEC, sur juste la prise de conscience de l'incapacité effective de nos institutions à évoluer pour répondre à ces problématiques-là. Donc, on fait tous l'expérience de ça. Et puis, en plus, on a fait l'expérience très concrète au niveau de la crise du Covid et tout ce qui s'est passé dans nos existences. Et donc, plus que jamais, je crois qu'on a vraiment besoin, justement, de ces espaces transitionnels. À un moment donné, des espaces qui vont permettre de calmer l'angoisse de tout à chacun par juste cette capacité à pouvoir agir par le bas, dans son quotidien, pouvoir trouver des micro-solutions à travers des micro-formes, peu importe, mais qui permettent à un moment donné de donner les moyens à la fois techniques et intellectuels de pouvoir agir sur, a priori, son quotidien et les problématiques plus fondamentales et plus globales qui peuvent se poser. Donc, je pense qu'on a un besoin et une nécessité de lieux, pour revenir encore une fois à cette problématique qui est absolument essentielle aujourd'hui, de lieux, plus que des lieux, mais justement de ces espaces, encore une fois, transitionnels. Oui, parce que, en plus, c'est vrai que c'est pas uniquement des lieux, c'est des lieux et en général, c'est aussi des réseaux. C'est des communautés en réalité qui se retrouvent dans ces lieux, mais qui utilisent aussi le lieu pour exister et péréxister. Un point qui me semble important aussi, c'est dans la confrontation au dérèglement climatique, aux problématiques sociétales et environnementales, on voit que en plus, en ce moment, il y a vraiment on voit qu'il y a deux approches qui se confrontent entre les progressistes et le progrès par la technologie, etc. Et puis ceux qui cherchent des solutions alternatives. Et on voit que ces lieux, c'est un peu des espaces aussi qui incarnent un peu ça à travers le fait que ce sont des lieux de proximité. Par définition, un tiers-lieu, c'est quelque chose qui est sur un territoire, un endroit donné, dans un contexte, elle est contextualisée. Et du coup, toutes les solutions, la créativité, tout ce qui va pouvoir y être imaginé est directement en relation avec le problème qu'il veut adresser.
Par exemple, on en reparlera peut-être sur la vigote. On a un problème aujourd'hui lié aux forêts et à la monoculture et au changement climatique avec le dépérissement de nos forêts. C'est des choses qui sont clairement étudiées et traitées dans des centres de recherche, dans des entreprises, des groupes de l'agroforesterie de manière centralisée et qui proposent des solutions souvent technologiques. Et on voit qu'en réalité, quand on est très proche de ces problèmes, d'abord, il existe des acteurs qui ont commencé à y penser, qui ont même commencé à agir parce qu'ils n'ont pas attendu. Quand on est implanté sur le territoire, on est déjà en danger, soit même immédiatement parce que on a besoin de la forêt, elle fait partie de nos revenus, etc. Donc déjà, on est préoccupé depuis un moment, on se rend compte que ces acteurs ont commencé à chercher des solutions, bien avant d'ailleurs que les groupes ou les instances académiques s'en saisissent. Et deuxièmement, comme c'est extrêmement vital et qu'ils sont extrêmement proches du problème, encore une fois, qu'ils en comprennent toute la subtilité, leurs solutions sont souvent très très appliquées, très viables, naturellement économiquement viables, naturellement adaptées au contexte. Et du coup, on voit que ces lieux, c'est aussi l'occasion d'avoir un support de R&D, un support de recherche déjà instancié, déjà contextualisé, et que du coup tout ce qui en sort est déjà plus opérationnel. C'est aussi une forme de gageur d'opérationnalité et de juste réponse aux besoins. Quelque chose qui est beaucoup plus difficile quand on le fait à distance, même avec des moyens considérables. Et du coup, c'est mon dernier point, c'est que souvent, et en plus on le fait avec beaucoup de frugalité, parce qu'on est déjà sur place et qu'on traite forcément à ces échelles, on traite avec des petites solutions, des petits moyens. En plus, on le fait avec frugalité. Alors maintenant qu'on a parlé du lieu, parlons des acteurs à un moment de ces territoires peu métropolisés, excusez-moi, ou ruraux, je ne sais pas comment faudrait-il le définir, parce qu'il y a donc les acteurs en présence dont vous avez parlé, dont on parlera plus en détail au travers de l'exemple de la vigote dans les Vosges, mais il y a peut-être d'autres acteurs aussi. On parle beaucoup, alors je ne suis pas capable de le mesurer, mais est-ce qu'il y a des urbains nouvellement arrivés avec des activités diverses et variées qui peuvent être tout autant reprendre une exploitation existante que avoir une autre activité beaucoup plus tertiaire, on va dire, mais dans un contexte beaucoup moins... voilà. Donc, voilà, quels sont les réseaux d'acteurs qui se constituent dans des exemples? On peut prendre celui de la vigote, bien sûr, mais on pourrait prendre d'autres exemples. À quel point les urbains ou les urbanisés jouent un rôle dans ces réseaux autour de la question d'un projet de type que je vais appeler en simplifiant tiers-lieu. Parce que les communautés, elles ont toujours existé. Je veux dire, même si les campagnes françaises se sont à certains moments donnés dépeuplées, il y a toujours eu des acteurs en place. Il y a quand même malgré tout un phénomène nouveau parce qu'on ne parlait pas de tiers-lieux, on ne parlait pas de l'hybridation de toute une série d'activités il n'y a pas si longtemps, me semble-t-il, en tout cas en France. On a parlé tout à l'heure avec un autre membre de l'équipe de l'école urbaine, Jérémy Chaval, de l'aspect beaucoup plus communautaire de la société chinoise, par exemple, y compris dans les zones très urbaines. Mais en France, il me semble que ce n'était pas tout à fait le cas. Donc, qu'est-ce qui se passe justement dans cette recomposition peut-être des espaces moins métropolisés? Peut-être vous avez des réponses là-dessus à mes questions, ou Raphaël Besson, ou vous, Antoine Naval, au travers de la vigote. La précédente, je laisse celle-là à Raphaël pour commencer. Sur la recomposition d'acteurs dans les territoires de plus faible densité, je pourrais pas vous répondre directement. Je sais pas dans quelle mesure est-ce qu'il y a véritablement un mouvement de néo-ruraux. Je sais pas si, vraiment, on mesure ce phénomène-là. Par contre, ce qui est intéressant par rapport, j'ai bossé pas mal, évidemment, sur le développement de métropoles, mais aussi beaucoup dans les territoires ruraux et de plus faible densité, donc à la fois plus faible densité de population, mais aussi en termes de ressources. C'est peut-être la manière dont on va, à un moment donné, regarder justement les acteurs en présence. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à bosser, je sais pas, sur Boussac, dans la Creuse, si vous commencez à bosser avec des lunettes, lunettes et vos méthodos habituels que vous déployez dans le cadre des métropoles, fondamentalement, vous voyez rien. C'est-à-dire, c'est une absence totale de ressources. Vous êtes face à un grand vide. Et donc, en fait, ça implique du coup de se doter de nouvelles lunettes qui, à un moment donné, vont vous permettre
d'identifier des acteurs qui peuvent être des forces vives d'un territoire. Et ça demande un peu de changer, l'action publique et la manière d'observer, de faire du diagnostic, de faire des entretiens. Enfin voilà. Et donc, je ne sais pas si je réponds directement à votre question, mais pour moi, la manière de répondre, c'est surtout de changer la manière et les méthodes qu'on développe pour identifier justement les écosystèmes d'acteurs qui vont à un moment donné être effectivement force de proposition pour agir sur les transitions. Donc ça, par exemple, ça peut être ce qu'on avait fait à Boussac, c'était l'idée de créer un espèce de tiers-lieu pilote un peu opérationnel, pré-opérationnel, qu'on avait localisé juste à côté du marché justement de la ville de Boussac, où on avait, ça s'appelait la boutique, et on avait positionné comme ça 2-3 imprimantes 3D avec des espaces de travail. Et l'idée, c'était de dire que c'était un espace extrêmement ouvert, gratuit, qui permettait à tout chacun de pouvoir se retrouver dans ce lieu-là. Et grâce à ce prototype qu'on avait développé, on a pu en tout cas identifier toute une série d'acteurs qui effectivement étaient des acteurs assez proactif sur la question des transitions. Donc on a identifié à la fois un garagiste qui était à fond sur les questions numériques, un agriculteur qui était en train de développer tout un système de drones pour identifier tout son bétail dans ces espaces. On a trouvé aussi une greffière du tribunal de Londres qui bossait en fait à Boussac. Et donc tout ça, on a réussi à créer comme ça une petite communauté justement d'acteurs qui était, encore une fois, proactif sur cette question des transitions. Donc ma réponse, c'est de vous dire, je ne peux pas répondre directement à votre question, mais je pense, en tout cas les territoires de faible densité, il y a un besoin à un moment donné de se doter de nouvelles lunettes et autrement de développer de nouvelles méthodes permettant d'identifier les forces vives d'un territoire justement de faible densité. Je peux alors déjà complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, et typiquement quand on débarque dans les Vosges, alors je suis originaire du village en question où la Vigotte se situe aujourd'hui, le tiers-lieu de la Vigotte. La Vigotte, c'est un village. Au départ, la Vigotte, c'est un hameau. Je ne suis pas des Vosges. C'est un hameau qui est situé sur un petit village de 250 habitants qui s'appelle le Girmont-Val-d'Ajol, à 600 mètres d'altitude. Et donc bref, je suis originaire de cet endroit, donc je le connais bien, mais j'en suis parti. Et j'ai moi-même été urbain pendant très longtemps et j'ai travaillé principalement sur les thématiques urbaines. Donc je veux dire, je fais partie des néo-ruraux du coup, du néo-rural, je ne sais pas comment le... En tout cas, quand on revient sur le territoire, quand on rentre chez soi, du coup, la première chose, c'est qu'il y a une très grande leçon d'humilité. Donc on arrive de Paris, alors on fait d'abord, avant de se lancer dans le projet, on fait un petit benchmark. Qu'est-ce qu'il y a comme lieu d'open innovation dans le coin ? Alors il n'y a pas de station F, il n'y a pas beaucoup d'incubateurs et d'accélérateurs ni de Fab Lab. Donc effectivement, quand on arrive... Il y avait Internet ou... Alors non, on est fibré, on a vraiment Internet depuis 6 mois. C'était une zone blanche. Donc voilà, on arrive sur le territoire et effectivement, j'aime bien l'idée des lunettes, avec notre référentiel de l'innovation et de la transition vue des urbains, on a l'impression que c'est vide. Et on a vraiment un trou qui s'ouvre devant nous. Et puis quand on commence à poser la question, donc la première chose qu'on a faite, c'est qu'on est allé rencontrer entre 50 et 100 acteurs du territoire, sans aucun préjugé, exactement comme l'a dit Raphaël, ça va effectivement du bûcheron à le jeune docteur en agroforesterie, en passant par même genre d'exemple. On s'est rendu compte que parmi les voisins, il y en avait un qui était en train de concevoir tous les systèmes de pilotage du métro de Hong Kong, voilà, depuis sa ferme juste à côté. Donc c'est marrant parce que on voit que ce schéma, c'est un vrai schéma, quoi. C'est vraiment le type de diversité qu'on va retrouver dans à peu près, j'en suis convaincu, tous les territoires de France. Donc ça pour dire que quand on a fait ce tour des acteurs, donc on a constaté bien sûr leur diversité, mais on a constaté aussi leur savoir-faire et leurs compétences, mais aussi leur créativité. Et on s'est rendu compte que sur un village, je le redis, de 250 habitants, on allait rencontrer, je sais pas, une bonne vingtaine d'entrepreneurs, avec par exemple un compagnon maître charpentier qui a créé sa micro-scierie et qui du coup a développé un savoir-faire incroyable de très très haut niveau. Enfin, c'est des gens qui sont capables d'intervenir sur Notre-Dame de Paris pour refaire la charpente et qui sont là au Girmont-Val d'Ajol, quoi, et qui savent faire ça et qui sont
aussi proche de nous. Un paysagiste jardinier qui crée un prototype de forêt comestible, quelqu'un qui a développé des solutions de déco-rénovation, quelqu'un qui était dans un ancien grand cabinet d'architecture parisien et qui s'est installé dans le village d'à côté et qui maintenant propose ça. Et donc on trouve des talents, voilà, des tas de talents. Et donc déjà dans une densité que moi je trouve importante, parce que quand on ramène à 250 habitants, je suis pas sûr qu'on n'ait pas une densité de talent supérieure à Paris, quoi. Je sais pas, j'ai pas fait le calcul. C'est un peu provocateur, mais voilà, il y a des talents qui sont présents. Il y a des engagements entrepreneuriaux, parce que c'est vrai qu'on a l'image de la Startup Nation où tout se passe dans la Silicon Sentier, et en vrai tous ces gens sont quasiment sans exception des entrepreneurs, parce que quand on vit dans le milieu, dans un village, dans le monde rural, il n'y a pas de levée de fonds. On peut chercher, mais il n'y a pas. Il y a assez peu de métiers de service. Donc quasiment tout le monde est un peu condamné à créer son activité, à la tenir et surtout à innover. Parce que le monde change en fait aussi vite dans les campagnes que dans les villes. Dans le cadre du changement climatique, c'est même probablement beaucoup plus vite. Il évolue beaucoup plus vite dans les campagnes que dans les villes. Et donc les acteurs ruraux ont en fait beaucoup plus tendance à innover, à s'adapter, que je pense nos acteurs vus comme les plus innovants du monde urbain. Et du coup, c'est ce jeu d'acteurs, la grande révélation, c'est qu'il est en réalité très dense. C'est que, je reviens sur votre question pour rien oublier, c'est que oui, il est déjà organisé en communauté, d'ailleurs il y a déjà une très forte entraide. Et alors du coup, ce qu'apporte ces tiers-lieux, parce qu'on pourrait dire que du coup il n'y a pas besoin de tiers-lieux, ça vit très bien comme ça, c'est quand même qu'il y a deux je ne sais pas si c'est des problèmes, mais c'est des réalités du monde rural. Peut-être qu'ils devraient nous donner leçon d'ailleurs, mais il y a beaucoup d'humilité et de pudeur. On s'exprime très peu sur la créativité que l'on a quand on est un entrepreneur à succès dans le monde rural. Ça se fait pas trop, parce que vont penser les voisins? Il y a quand même beaucoup ça dans nos villages. Du coup, c'est souvent des créativités, des innovations qui restent invisibles. Et c'est dommage, parce que c'est une vraie richesse. Du coup, elle ne percole pas. Une des grandes forces des villes, des centres urbains, c'est aussi d'avoir des canaux de communication, de formation à travers nos universités, etc. Il n'y a pas ça sur nos villages. Donc, on a besoin, je pense, c'est utile d'avoir des espaces qui prennent le temps de documenter, de capitaliser, de passer un peu de temps pour faire venir des étudiants. À la Vigotte, on reçoit des étudiants des universités qui viennent apprendre hors des amphithéâtres. Voilà, donner des lieux pour transmettre, permettre à ces communautés de s'exprimer, de se mettre en avant, sinon elles restent un petit peu invisibles. Et puis, pour revenir sur le lien avec les urbains, oui, ça crée quand même des portes d'entrée, j'en suis convaincu, pour que des profils urbains, parce qu'on ne hait pas les urbains, ils ont quand même de belles choses à proposer. C'est aussi des lieux où effectivement les urbains peuvent prendre pied et se mettre à échanger avec ce monde rural, parce qu'on sait tous qu'il va y avoir besoin de plus en plus de solidarité entre nos territoires urbains et ruraux, parce que les territoires ruraux vont être de plus en plus producteurs de ressources, surtout si on fait des circuits courts pour nos villes. Donc ça suppose de réapprendre à travailler ensemble. Donc je pense que nos tiers-lieux ruraux seront aussi une tête de pont pour recréer du lien, retisser du lien entre la culture urbaine de la transition et de l'innovation et puis la culture rurale. Et est-ce que vous pensez que justement dans les territoires ruraux, et je pense à ceux qui vivent de la terre, je pense pas à l'ensemble des habitants de ces territoires, mais ceux qui sont en prise directe avec la question climatique, la question biodiversité, dont on connaît la fragilité ou les perturbations, on va dire aujourd'hui, qui sont très documentées scientifiquement. Est-ce que justement ces changements sont pas ce qui va permettre, ce qui fait lien finalement, ce qui fait du commun entre tous ces acteurs? Peut-être plus que les urbains qui voient la question climat. Je généralise à gros traits, donc tout ça devrait être très nuancé, mais qui sont moins dépendants de la question biodiversité et la question climat. Si, je pense que c'est clairement le cas. Dans les Vosges en particulier, qui est une terre de bois, de forêt. Ouais. Une forêt qui est très en danger aujourd'hui. C'est une terre de forêt et d'eau, et dans les deux domaines, on est en difficulté aujourd'hui.
c'est assez représentatif d'ailleurs des pratiques, de l'évolution des pratiques. Nous, on est dans un territoire qui a été très foresté assez récemment. Finalement, il y avait beaucoup moins de forêts il y a quelques siècles dans les Vosges. C'est des forêts qui sont récentes et qui ont été en fait industrialisées très rapidement. Ce sont des plantations en monoculture et en alignement d'épicéas, qui sont des espèces exotiques qu'on a importées pour leur productivité et leur croissance rapide. Qui en réalité, dès le premier début des règlements climatiques, sont retrouvés fragilisés et propice au développement des parasites. Et donc aujourd'hui, on a des paysages dévastés dans les Vosges, mais globalement dans les forêts de l'Est de la France et de l'Europe en général, où par exemple à la Vigotte, on a dû raser à peu près un tiers de nos forêts en l'espace d'un an. Des hectares entiers de coupe blanche avec alors c'est extrêmement violent d'ailleurs comme phénomène, on se lève un matin, il y a une tache un peu rouge, il y a une cime d'arbre qui commence à rougir, puis il y a un voisin qui dit bûcheron qui dit vous allez vous démarrer un début d'épidémie, puis nous on redécouvre ce que c'est que les forêts puisqu'on a oublié ce que c'était que ces métiers. Et puis 2 mois après, on revient et une parcelle entière de 2 hectares est morte sur pied. Et on est très démunis, évidemment, on ne sait pas quoi faire. Et donc quand on est sur place et quand on est en contact à nouveau avec cet environnement, oui, on prend des leçons, on prend des messages directs de ces changements qu'on ne verrait absolument pas clairement depuis une métropole, mais même en venant en vacances. Parce qu'éventuellement en vacances, le touriste qui passe, il se dit tiens, c'est marrant, il y a dû y avoir une petite tempête, ou il n'a pas vécu la mort un peu instantanée de ces arbres, il n'a surtout pas vécu. Moi, je me rappelle à l'époque, quand je le vivais de loin, je me disais, c'est pas grave, l'ONF aura bien une solution. Quelque part, un chercheur a bien un truc pour tuer ce parasite, c'est évident. Et quand on le vit et qu'en fait, on se rend compte que non, en fait, il n'y a pas un maillon de la chaîne qui a le début d'une solution et que la seule chose qu'on nous dit, c'est, oui, attendez que ça meure et puis on essaiera on va les couper et puis on verra ce qu'on en fera. Et point. Et qu'on se rend compte à quel point on est fragile. C'est clair, c'est beaucoup plus fort. C'est beaucoup plus fort en étant sur place. Et là, on parle de la forêt, mais ce serait bien sûr encore plus fort pour le monde agricole. Les éleveurs, les maraîchers, ils vivent ça au quotidien. Et du coup, je termine juste par ça. Une des grandes valeurs ajoutées qui s'est un peu révélée après coup du tiers-lieu de la Vigotte, c'est que c'était un révélateur. C'était un endroit où du coup tous ces acteurs qu'on invitait à venir, ces acteurs quand ils arrivent sur le site, c'est un endroit de rencontre avec les problématiques physiques et concrètes de ce changement climatique et de ces transformations. Et c'est à peu près instantané, quoi. Les gens le vivent, le ressentent. Et d'un seul coup, il y a plein de guerres de posture qui cessent. On se demande plus si le rapport du GIEC est vrai ou pas. On se demande plus si c'est la faute de l'homme ou pas. On se dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec cette parcelle vide ? Et ça change complètement la posture de créativité et d'entrepreneuriat. Je vous remercie. Raphaël Besson, vous avez fait il y a quelques années une étude dans la plaine de l'Ain, donc plus proche de nous géographiquement, qui devait envisager la question des Fab Labs d'entreprise et des Fab Labs ruraux. Est-ce que vous avez croisé des problématiques identiques que celle dont nous parle Antoine Daval sur le Jura et en tout cas la Vigotte? Je ne sais pas si c'est des problématiques identiques. En tout cas, je pense dans ces formes de tiers-lieux, que ce soit d'ailleurs des tiers-lieux urbains ou ruraux, cette idée de faire l'expérience à un moment donné, effectivement, de ces transitions, c'est quelque chose qui est extrêmement important. En tout cas, alors là, vous, en l'occurrence, vous l'avez vécu sur le territoire. Mais à un moment donné, partager cette expérience-là, c'est quelque chose de très important. Et après, par rapport à ces tiers-lieux ruraux, je pense à peut-être l'atelier paysan, qui me semble assez intéressant, où au fond, c'était c'est pour rebondir par rapport à ce que vous avez dit, mais c'était le constat en fait de toute une série d'agriculteurs qui bossaient dans l'agriculture biologique, au fond, d'une réelle capacité d'invention d'agriculteurs en France, mais qu'il n'y avait pas à un moment donné de connexion entre ces différents agriculteurs. Donc en fait, ils ont commencé à créer une plateforme qui était une plateforme commune qui permettait en fait à tout à chacun de pouvoir partager les solutions, les méthodes qu'ils pouvaient développer pour à un moment donné, je sais pas, récolter par exemple des salades dans des terrains extrêmement accidentés et permettre de pouvoir aussi assurer une agriculture bio sur ce type de terrain.
Donc, il y a, en tout cas dans l'atelier paysan, ce qui me semblait assez intéressant, c'était cette connexion entre justement ces agriculteurs qui sont, en tout cas, réappropriés ce modèle des tiers-lieux pour essayer aussi de trouver des solutions, donc à la fois à travers la création d'une plateforme, et puis ensuite à travers une espèce de création d'un Fab Lab mobile, où là, l'idée, c'était vraiment d'aller sur les territoires avec cette communauté et essayer de trouver des réponses en commun par rapport à des problématiques qui pouvaient se poser sur tel ou tel territoire. Et encore une fois, faire l'expérience en commun de problématiques où on se dit, c'est un peu comme le cas je sais pas, de l'ONF, où on se dit qu'a priori, des organismes, des organisations, des institutions auront la solution, et au fond, non. Donc, il y a à un moment donné cette idée de réapprendre à bricoler et à coopérer en commun. Voilà. Le bricolage, c'est un joli mot, le bricolage. Vous en pensez quoi du bricolage à la Vigotte? Je parlais tout à l'heure de frugalité. Clairement, quand on développe, alors d'une manière générale, les tiers-lieux, comme ce sont des objets un peu indéfinis, on a toujours un peu tendance à bricoler, parce qu'il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de méthodologie. Donc déjà, on bricole, et c'est très bien de bricoler, parce que c'est une façon aussi d'expérimenter. On s'autorise à faire des petites choses, à se tromper, à recommencer. Et au-delà de ça, en plus, quand on est dans le monde rural, et qu'effectivement, on est condamné, mais c'est pas une condamnation, c'est presque une bénédiction, à être frugal. Et du coup, à faire avec ce qu'on a, et donc on doit bricoler. Et c'est très bien de bricoler parce que ça nous oblige aussi à être créatifs. Moi, je faisais beaucoup de mécano et de Lego quand j'étais petit, et voilà. Et c'est le bricolage, c'est un peu le début de l'innovation, de la créativité. Merci. Raphaël Besson, est-ce que qu'elle soit urbaine ou moins urbaine, peu importe, est-ce que ces pratiques nouvelles, de plus collaboratives, plus hybrides en termes programmatiques, est-ce qu'elles constituent un réel levier dans le renouvellement des méthodes de la programmation comme celle du projet? Est-ce que ça re-questionne tout? Oui, ça re-questionne pas tout, mais a priori, ça vient à un moment donné interroger des oppositions, en tout cas des dichotomies qu'on avait clairement intégrées dans la manière dont on pouvait fabriquer un projet urbain ou un projet de territoire. C'est ça qui m'intéresse beaucoup dans ces objets de tiers-lieux, c'est que au fond, on rentre dans une vraie forme de complexité. C'est-à-dire que, on va être entre, je sais pas, des dynamiques ascendantes et des dynamiques extrêmement descendantes. C'est-à-dire qu'on est à la fois effectivement sur la prise en compte de forces vives de territoire, d'acteurs qui n'étaient pas du tout dans les spectres, on va dire, des politiques institutionnelles, et en même temps, on a bien une politique publique qui est à chaque fois associée quand même à ces objets de tiers-lieux. Donc on est entre les deux. On va être, je sais pas, enfin la liste est longue, on va être à la fois sur cette idée de créer des communs, mais en même temps, il y a potentiellement des marchés économiques extrêmement intéressants qui peuvent être justement captés par des acteurs qui, à un moment donné, vont capter cette production sociale, cette production cognitive gratuite. On va être dans des savoirs extrêmement formalisés, très académiques, et en même temps sur des choses extrêmement informelles, des savoirs d'usage, voilà, sur la manière juste l'expérience, je sais pas, qu'on peut avoir de la forêt, des choses qui seraient pas à un moment donné effectivement considérées comme des savoirs académiques, stables et tout ce qu'on veut. On va être comme ça dans toute une série en fait de tensions, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup, c'est que ça vient en fait questionner à un moment donné des oppositions qu'on considérait, en tout cas, comme totalement étanches, comme s'il y avait une frontière nette. Et du coup, on est dans toute une série de tensions. Et c'est ça que ça nous apprend un peu ces tiers-lieux. Et dans la manière, justement, de faire des projets de territoire ou des projets urbains et tout ça, il y a cette entrée, à mon avis, dans la complexité. Donc, pour moi, c'est à la fois de l'institutionnel, de l'alternative, de l'ascendant, du descendant, de l'économie de marché, mais en même temps du commun, des savoirs académiques et des savoirs profanes. On pourrait comme ça continuer la liste, mais c'est ça qui m'intéresse tout particulièrement. Donc ce que ça apprend, à mon avis, pour la politique publique ou l'action publique, ou on va dire des projets de territoire, c'est on rentre dans le dur de la complexité. Et donc ça implique à un moment donné pour l'acteur public d'avoir une posture certainement plus humble par rapport à
à cette complexité dans laquelle peuvent, toute la complexité en tout cas qui est développée au sein de ces tiers-lieux. Et puis, je pense qu'on peut même marquer encore le trait en disant, moi je pense que c'est vraiment un outil très puissant de fabrique de politique publique et de projet de territoire. On peut vraiment considérer que le tiers-lieu, on pourrait en tout cas considérer que le tiers-lieu fait partie de ces outils et que, alors sans l'opposer, je suis d'accord avec Raphaël, il ne faut pas opposer la chose, sans l'opposer avec des démarches de planification traditionnelles, c'est quand même un peu l'occasion d'affirmer et d'assumer le fait que l'expérimentation, c'est une des méthodes possibles de création d'une politique publique. Enfin, moi je viens de ce monde-là, de la planification urbaine et de son ingénierie, où on avait un process très linéaire de construire le territoire. C'était depuis l'étude prospective jusqu'à la maîtrise d'œuvre complète des ouvrages, quelque chose, encore une fois, de très très étudié et linéaire. Et c'est vrai que les tiers-lieux, entre autres, mais notamment les tiers-lieux, c'est un petit peu un pavé dans cette mare. Non, en fait, il y a des endroits alors on ne les planifie pas parce que par définition, un tiers-lieu n'a pas de programmation. Donc déjà, c'est étrange dans ce monde où tout devait être programmé et planifié. Donc déjà, ce truc hybride en soi vient un peu perturber le jeu. Et en plus, on dit, c'est un endroit où c'est pas qu'on fait ce qu'on veut, mais il y a une forme de libre cours à la créativité, mais très incarnée. Donc on se met à résoudre des problèmes de territoire. Et c'est intéressant, je prends le cas de la Vicotte, quand on va travailler sur les forêts, bien sûr on travaille il se trouve que cette forêt est privée, une partie en tout cas de cette forêt est privée, donc on pourrait se dire on travaille pour nous, pour notre bien. Quand on va se mettre à documenter ce qu'on fait sous forme de commun open source pour que les gens s'en servent, il y a une forme de surprise de la puissance publique qui réalise qu'au fond, on peut être un acteur privé qui en plus travaille sur un lieu privé et en même temps sortir des enseignements, des connaissances, des retours d'expérience, voire même franchement on va documenter des techniques un peu de façon très, très proche de l'ingénierie et que ces connaissances peuvent être clairement utiles pour tous les autres hameaux du territoire, mais même être inspirantes pour rédiger la politique publique. Et ça, c'est complètement nouveau pour eux, parce que ça bypasse complètement l'ingénierie traditionnelle. Je ne dis pas que ça doit la remplacer d'ailleurs, mais ça veut dire trouver une autre manière de travailler avec l'ingénierie classique des territoires. Ça veut dire aussi, c'est étrange, parce que on va prendre des décisions dans les tiers-lieux qui sont bien sûr pas délibérées dans les conseils municipaux, dans les instances classiques de gouvernance. On a une vraie, c'est très fort, on a une vraie liberté d'action, et que c'est du coup toutes ces propositions vont se retrouver déjà testées sur le terrain et sans passer par toute la gouvernance traditionnelle. Aujourd'hui, je suis pas sûr que personne sache vraiment ce que ça veut dire en termes de transformation de la pratique du projet de territoire et de la politique publique, mais je suis convaincu que c'est une vraie piste et que c'est super fort d'ailleurs que l'État ait créé Fabrique de territoire, qu'ils aient appelé ça. C'est peut-être marketing à l'époque, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est fort d'avoir appelé ça Fabrique de territoire. Ça veut dire quelque chose. On pense que ces lieux peuvent jouer un rôle aussi fort que ça. Et nous, en tout cas, on en est convaincus. Juste pour en dire par rapport à l'étude sur le ministère, avec le ministère de la Transition écologique, c'était vraiment une des pistes qui avait été identifiée, c'est que ces tiers-lieux pouvaient être aussi des espaces de coproduction des politiques publiques autour des questions de transition. Donc c'était aussi un axe fort. Mais juste pour continuer là-dessus, pour moi, à mon avis, ça pose toute une série de dilemmes en fait à l'acteur public ou aux politiques publiques ou à la manière dont on fait du projet territorial, de la programmation urbaine. Et ces dilemmes, il y en a quand même un certain nombre. Et on va retrouver à chaque fois, enfin là on vient de parler aussi d'expérimentation, mais on va être constamment dans cette dilemme où on va créer des lieux permettant l'expérimentation, mais en même temps, plus on crée ces lieux a priori propices à l'expérimentation, plus on va avoir une tendance à réglementer ou tenter aussi de normaliser ces lieux-là. Il y a un autre point qui me semble important, c'est notamment tout ce qui va être en lien avec plutôt des formes temporaires, transitoires, des formes de lieux pilotes, d'actions pilotes de court terme. En fait, on va être constamment entre le court terme et le long terme. C'est-à-dire que c'est parce qu'à un moment donné, on va expérimenter à très court terme qu'on va pouvoir déroger à des principes normatifs dominants et donc possiblement transformer plus globalement des politiques publiques. Donc comme ça, on a toute une série de dilemmes, en tout cas,
qui sont posés à l'acteur public et aux politiques publiques, qui me semblent en tout cas des dilemmes extrêmement riches à étudier. Du coup, je voulais... Bien sûr, bien sûr. Ouais, donc, du coup, ça me fait presque témoigner sur comment on l'a vécu, comment nous on a observé la manière dont nos acteurs publics, les élus, les services de l'État ont vécu le projet de la Vigotte. Parce qu'ils sont face à ces dilemmes, hein, clairement. La conclusion est très encourageante. D'abord, alors on a la chance d'avoir peut-être des élus incroyables, mais nos élus se sont très vite saisis de la chose et dans toute sa puissance. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment vécu la Vigotte pas du tout avec méfiance. Ils l'ont vécu comme un outil intéressant. Ils ont cherché à aider et pas spécialement à le contrôler. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Alors ils mettent à disposition. Pas d'argent, parce qu'on est encore une fois dans des territoires qui n'en ont pas beaucoup, mais du temps. Tous nos élus se mobilisent systématiquement quand on a une activité sur le site. Ils mettent à disposition des lieux quand il faut en plus, des ressources diverses. Les services de l'État, encore je trouve plus surprenant. La DDT par exemple, des Vosges, incroyable. Franchement, j'en profite pour les remercier. Les services de l'État qui sont quand même dans un rôle normalement régalien, un peu de police, hein, en plus dans des sites qui sont protégés. La Vigotte est enclavée dans une Natura 2000. On a des sites naturels très sensibles. On pourrait s'attendre à ce que les services de l'État viennent dans une posture de contrôle et de vérification qu'on ne perturbe pas l'état existant. Et c'est complètement l'inverse. C'est qu'on a des agents qui s'enthousiasment pour le projet, qui viennent proposer des idées. On va essayer de vous labelliser écoquartier. On va essayer de... qu'est-ce qu'on a eu ils regardent avec beaucoup d'attention tous les projets justement de dérogation réglementaire, parce que je donne un exemple, on a tout un système hydrique. La Vigotte, c'est aussi une vallée avec des étangs et un cours d'eau qui pose plein de questions sur les eaux closes, les liens entre les eaux closes et les eaux libres. Il y a une ancienne turbine, par exemple, entre les étangs. La redémarrer soulève des montagnes de questions réglementaires. Et on a une mobilisation des services de l'État qui disent, en fait, comme vous êtes en capacité peut-être d'expérimenter des choses, et nous-mêmes, on est conscient qu'il y a des contradictions dans les réglementations, qu'il y a des choses qui ne sont pas faciles à appliquer. Mais en fait, on est très content de travailler avec vous, de vous laisser, vous donner un peu de marge de manœuvre pour documenter et de nous-mêmes avoir des retours sur des évolutions nécessaires, peut-être de la réglementation, ou même, si à la fin la réponse c'est quand même de vous dire non, vous n'avez pas le droit de mettre votre turbine, aussi de travailler avec nous sur et comment on l'explique aux gens qui comprennent pas. Mais la turbine, c'est des énergies renouvelables, on nous dit qu'il faut lutter contre le carbone, pourquoi j'ai pas le droit de refaire une turbine ? Si c'est l'État qui le dit, c'est suspect. Mais si c'est un tiers-lieu, si c'est un lieu avec des acteurs socio-économiques qui l'ont subi comme les autres, c'est un peu différent. Donc ils nous voient aussi, et ça j'ai trouvé ça fascinant, comme un allié, comme un partenaire pour expérimenter, je l'ai déjà dit, mais aussi pour former, transmettre, expliquer, sensibiliser. Alors qu'encore une fois, ils ne nous contrôlent pas, mais ils ont quand même confiance. Et voilà, je trouve ça très... Moi, j'ai un retour très positif de l'appropriation par la puissance publique. Je pense que c'est pas partout pareil, mais en tout cas, j'ai envie de le souligner. Oui, non, mais vous pouvez le souligner, mais après, je suis pas certaine qu'on ait, Raphaël Besson, à moins que vous ayez une réponse là-dessus, mais des exemples, ou plutôt des études sur le fait que des territoires seraient plus facilitateurs que d'autres. En tout cas, un réseau d'acteurs sur un certain nombre de territoires serait plus facilitateur, parce qu'effectivement, vous avez abordé la question de l'occupation temporaire, qui est souvent un des critères de la question tiers-lieu. C'est souvent temporaire, puisque on a parlé d'espaces vacants, de friches, etc. En attendant d'eux, si ce n'est que tous les territoires n'ont pas la même capacité à avoir des projets, on va dire des investissements financiers publics et privés, et donc forcément il y a des lieux qui restent plus longtemps vacants. S'oppose malgré tout à toute une série de réglementations, doivent faire avec toute une série de règles qui sont parfois contraignantes, avec des acteurs qui ne sont pas forcément des experts dans tous ceux qui veulent travailler sur ces lieux. Donc ça, c'est là d'ailleurs où vous deux, que ce soit à travers de vos deux structures, que ce soit Ville Innovation ou Collab Studio, vous pouvez peut-être être aidants. Non, c'est pas des problèmes que vous avez pu voir émerger? Si, je sais pas si Raphaël, si veut commencer ou si c'est moi. J'ai pas exactement compris la question. Quelle est la question du coup? Je suis désolé. C'est l'aspect réglementaire, c'est-à-dire que
on s'inscrit dans un code, différents codes, code de l'urbanisme en particulier, et que même dans le cadre d'une occupation temporaire d'un lieu, quels qu'en soient ses acteurs et ses programmes, il y a un certain nombre de règles auxquelles il faut répondre, et que les acteurs qui sont pour autant pleins d'énergie pour faire des choses sont parfois, je pense, se confrontent à des problèmes qui doivent être difficiles. Et je me dis que des experts que vous êtes tous les deux peuvent être très aidants dans ces situations-là. Oui, enfin, effectivement, il y a toute une série maintenant de bureaux d'études, d'acteurs qui se spécialisent sur ces questions réglementaires et notamment sur la question de l'urbanisme transitoire, sur la manière de pouvoir agir dans une période contrainte et essayer autant que possible de déroger à des principes normatifs ou réglementaires qui à un moment donné viendraient quelque part agir à l'encontre de forces sociales et d'acteurs transitionnels du territoire. Donc ça, oui, il y a une batterie de choses qui peuvent exister, et puis il y a de plus en plus d'acteurs qui agissent dans ce champ-là. Après, juste pour répondre peut-être à une question juste avant, c'est sur le comment dire. Moi, en tout cas, je constate qu'il y a une diversité de territoires et qu'il y a des territoires qui sont plus ou moins aptes, en tout cas, à accueillir ces nouveaux principes, et notamment en lien avec ces tiers-lieux, sur accueillir ces nouvelles formes d'urbanisme transitoire. Et je pense qu'il y a quelque chose qui a à voir avec la culture de la coopération. C'est-à-dire que j'ai pu me rendre compte que sur certains territoires, il y avait effectivement une histoire de la coopération qui avait été forgée pendant pas mal d'années, qui permettait effectivement de considérer qu'on pouvait créer un projet commun en mettant un ensemble d'acteurs sur un même pied d'égalité, essayer de travailler à la définition de finalités communes, enfin ce qui fait vraiment la coopération. Et j'ai pu noter que on peut observer une différence effectivement d'histoire ou de culture de la coopération sur les territoires qui peuvent être à un moment donné plus ou moins soit des freins, soit plutôt accélérateurs de dynamique en lien avec la création de tiers-lieux. Sur ce deuxième point, ce que je trouve intéressant dans ces dynamiques de tiers-lieux aussi, c'est que là encore, l'espace que ça crée peut être assez neutre ou assez facilitant et s'adapter à différents contextes. Il y a des territoires qui vont aborder le tiers-lieu comme un endroit capacitant pour du développement économique. C'est-à-dire, ça a souvent été les premiers tiers-lieux, d'ailleurs, notamment dans le monde urbain. Et du coup, on peut imaginer des projets politiques qui sont particulièrement sensibles au sujet du développement économique, qui vont quand même adhérer à la notion de tiers-lieu. Et ça va être progressivement et spontanément que le tiers-lieu va s'ouvrir vers des questions de solidarité et un petit peu détourner la commande initiale qui était le développement économique. Et donc, voilà, se transformer en autre chose. Et à l'inverse, de l'autre côté, on va avoir des territoires qui vont un peu spontanément voir le tiers-lieu comme un espace de solidarité, comme un espace de transformation sociétale, etc. Et qui vont se laisser aussi surprendre et voire séduire par le potentiel économique qu'ils génèrent. Et du coup, je suis complètement d'accord avec le fait que tous les territoires ont sûrement pas la même appétence, la même capacité à aborder. Mais en revanche, il y a quand même une petite qualité de cet objet tiers-lieu, c'est qu'a priori, il est un peu tout-terrain. Voilà. Il peut vraiment il peut séduire un peu tous les bords politiques, pour le dire comme ça, et puis après les surprendre. Comme le truc, encore une fois, n'est pas planifié, n'est pas programmé, ça laisse beaucoup d'espace à sa transformation. Donc ça peut vraiment être quelque chose qui bouge beaucoup. Et sur le sujet d'avant, sur la réglementation, et puis le besoin peut-être d'une expertise. Alors je ne sais pas si... Oui, c'est sûr que pour lancer un projet de tiers-lieu sur un territoire, quelle que soit cette taille d'ailleurs et sa complexité, elle sera toujours un peu complexe. On va très vite se confronter à la dure réalité des choses, à savoir, je sais pas, il faut que le truc soit capable de recevoir du public, voilà, il faut qu'il soit habilité ERP. Donc pas de chance, le petit local qu'on avait vu dans un coin et puis qui n'a pas des sanitaires aux normes, il n'est pas éligible, ou alors c'est des investissements colossaux. Donc oui, il y a une forme de confrontation à la réalité normative, réglementaire qui s'entend. Et du coup, on voit aussi que c'est des structures qui n'ont pas forcément les moyens. Parce que peut-être dans votre question, il y a ce qu'on est capable d'accompagner ces structures, nous, dans nos bureaux d'études respectifs. Oui et non, il y a beaucoup de structures qui n'ont pas les moyens, tout simplement, de faire appel à des prestataires de conseil. Et puis, c'est pas forcément le modèle, en plus, auquel ils aspirent.
Donc je pense que nous, on peut avoir un rôle de documentation. C'est évidemment le cas de l'étude de Raphaël de 2017. On a une capacité à venir documenter, d'écrire, étudier et ensuite livrer sous forme de commun, sous forme d'études au plus grand nombre. Et c'est des objets qui vont être utiles à ceux qui se lanceront. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas négliger une forme de solidarité entre tiers-lieux et d'échanges pair à pair. Je pense qu'il y a le réseau des oasis, voilà, il y a pas mal de réseaux qui se créent, la fabrique des transitions, etc. La fabrique des territoires dont vous parliez tout à l'heure. Alors, il y a du coup l'AMI de l'État. Alors, la Vigotte est candidat dans la dernière salve de l'AMI Fabrique, donc je ne suis pas encore, j'espère l'être un jour, dans le club de la Fabrique, mais on sait que du coup, tous les lauréats de cette AMI sont réunis par l'État, donc ça crée de l'entraide. Il y a régulièrement des études qui sont pour le coup financées par l'État, mais qui sont partagées ensuite sur tous les tiers-lieux. Et il y a des échanges pair à pair. En gros, le mieux placé pour dire un tiers-lieu qui se lance, quel modèle juridique il doit adopter, par exemple, est-ce qu'il doit se structurer en association, en société coopérative d'intérêt collectif, est-ce qu'il lui faut... Le mieux placé pour en parler, c'est quelqu'un qui l'a déjà fait, bien avant d'aller voir un juriste qui éventuellement va préciser à la virgule la clause du contrat. Donc voilà, je pense qu'il y a une vraie expertise partagée pair à pair qui se structure, et on peut avoir un rôle de co-animation, de documentation un cran plus loin, mais globalement, je crois beaucoup en ça. Écoutez, on achève notre heure sur une note optimiste. Donc je vous remercie tous les deux, Raphaël Besson et Antoine Daval, d'avoir passé cette heure avec nous. Je vous souhaite à tous les deux bon vent sur vos projets respectifs, et puis évidemment à la Vigotte tout particulièrement que je rêve d'aller voir pour le coup maintenant dans les Vosges. Rendez-vous au prix. Rendez-vous au prix. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Merci.